Durant la préparation de certaines balados qui vont paraître au cours des prochaines semaines, à raison de chaque lundi matin, euh, il m'est venu deux, pas question, deux éléments dont je voulais aborder par rapport au crime du viol. C'est sûr que dans les procès, les dossiers judiciaires, les dossiers judiciaires que j'ai l'habitude d'étudier concernent habituellement des homicides et particulièrement des meurtres, mais on croise aussi d'autres types de crimes, évidemment, et mes 5 années de recherche et plus sur les condamnés à mort m'ont permis d'en voir un peu de toutes les couleurs. Euh, et on a constaté qu'au cours du 19e siècle, il y avait quelques cas, quelques condamnations à mort euh, qui, euh, qui l'ont été pour le crime du viol, euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez inusité. Ces condamnations-là, par contre, pour viol, ont tous été commuées en peine d'emprisonnement à vie. Mais cela m'amène à penser, c'est ça qui me fait penser qu'évidemment, on peut imaginer le courage de ces femmes-là dans un Québec rural du 19e siècle, ce qui n'était pas facile, et contrôlé aussi par l'Église catholique, et surtout des mentalités très patriarcales et tout ça. Donc, on peut l'imaginer, parce qu'on n'a pas les détails de ces procès-là, mais c'est assez évident, je pense, que ces victimes-là avaient beaucoup de courage pour dénoncer. Évidemment, pour laisser une trace dans les archives en ce qui concerne le viol, il faut absolument une dénonciation, donc pour que des accusations soient déposées, tout ça. Et dans ces cas-là, ça s'est même terminé avec un résultat positif là, pour les victimes, c'est-à-dire avec une condamnation, même s'il n'y a pas eu de pendaison. Euh, donc, si on compare ça par exemple aux homicides, on aime à penser avec le système qui est mis en place depuis plusieurs siècles là, par les Britanniques, ça remonte même avant la découverte là, du Nouveau Monde. Ici, le système des coronaires et tout ça qui enquête sur les morts suspectes pour évidemment ne laisser passer aucun crime. Donc, on aime à penser évidemment que tous les homicides sont répertoriés dans le sens que ils ne débouchent pas évidemment tous sur des procès. Mais pour le viol, c'est différent parce que si la victime, tout dépendamment des circonstances, évidemment, si le viol se produit dans un contexte isolé, ce qui est généralement le cas, j'imagine, non? C'est assez rare qu'on entende des viols collectifs et faits en public, là. Donc, c'est ça, il faut absolument une dénonciation de la part de la victime. Donc, il faut beaucoup de courage pour ainsi laisser une trace dans les archives. Donc, on peut imaginer, évidemment, que la plupart des viols de cette époque-là n'ont pas été dénoncés. Donc, c'est impossible de mettre un chiffre, évidemment. Même aujourd'hui, on aime à penser que avec, euh, avec le temps, il y a de plus en plus de dénonciations. Donc, aujourd'hui, en principe, si on part de cette idée-là, il y aurait plus de viols qui débouchent devant les tribunaux. Mais ce qui m'amène aussi à penser que c'est bien, parce qu'aujourd'hui, c'est même très bien de dénoncer ces violeurs-là. Mais il faudrait peut-être pas aussi, il faudrait penser, parce que c'est une pression aussi, une pression sociale pour les victimes, d'abord d'accepter de dénoncer, de trouver le courage et tout ça. Mais cette tendance-là aussi à vouloir encourager les victimes à dénoncer peut aussi devenir, je pense, une, euh, une pression sociale à l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'elles se sentent obligées de dénoncer, dans le sens que euh,
Il y en a qui ne veulent pas dénoncer, qui ne se sentent pas prêtes et tout ça. Personnellement, moi, j'ai connu plusieurs femmes qui m'ont, dans ma vie, des amis, tout ça, qui m'ont avoué avoir été victimes d'agressions, de viols, et puis il y en a qui n'ont jamais dénoncé dans ça et que c'était correct pour elles. Donc, c'est sûr que c'est mieux de dénoncer, je pense, d'un point de vue social, mais je pense aussi qu'il faut se mettre dans leur peau et les comprendre si elles ne veulent pas dénoncer. Mais c'est sûr qu'avec le recul, si on parle d'un point de vue historique, euh, on aime mieux, on préfère évidemment qu'il y ait eu dénonciation, donc ça laisse des traces dans les archives, parce que sinon on ne peut pas étudier les cas qui n'ont jamais été répertoriés, donc les victimes et les agresseurs sont morts avec leurs secrets à ce moment-là. Donc dans les dossiers d'archives, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de croiser des dossiers d'agression sexuelle, d'inceste, de viol, tout court, même de bestialité, mais ça, on s'entend que les victimes sont différentes. Et voilà, c'est les crimes qui existaient depuis longtemps dans le fond. Donc voilà, c'est important de comprendre que s'il n'y a pas eu d'énonciation, l'échantillonnage est très, très, très difficile, voire impossible, et les journaux même n'osaient pas en parler. Si je peux citer un exemple concret de l'importance que ces dénonciations-là ont en laissant des traces dans les archives, c'est le cas de Dolores Bergeron. Dolores Bergeron, elle avait, dans une trentaine d'années environ, en 1939, et puis elle était prostituée à Québec. Elle a été abordée par un homme qui était vêtu comme un militaire. Et puis, on ne connaît pas les circonstances, du moins pas encore. Je n'ai pas eu accès à tous les documents pour l'instant. Mais elle s'est retrouvée avec un coup de poignard dans les côtes. Son foie aurait même été atteint, donc on a craint pour sa vie. Mais elle s'est rapidement rétablie en quelques jours, heureusement. Et elle a dénoncé, elle a eu le courage de dénoncer. Et l'importance de ça, c'est que son agresseur était Léopold Dion. Léopold Dion, comme on le sait, est devenu un tueur en série par la suite, en 1963, en assassinant 4 petits garçons. Donc, ce qui est bien pour l'histoire dans ça, c'est que si, par exemple, Dolores Bergeron n'avait jamais dénoncé son agresseur, peut-être qu'on ne l'aurait jamais attrapé à cette époque-là où il aurait connu une escalade. D'ailleurs, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est qu'il a été acquitté à l'époque. En novembre 1939, Dion a été acquitté. Donc, on n'a pas cru, le, le- le tribunal à cette époque-là n'a pas cru la version de la victime. On aurait dû, parce que même Dion l'a avoué plusieurs années plus tard avoir agressé Dolores Bergeron. Donc, ce verdict lui a probablement donné beaucoup de confiance. Et il a effectivement, il s'est, comment je dirais ça, il s'est senti rassuré dans ses fantasmes, dans ce que lui était en train de développer à ce moment-là, comme tueur en série à caractère sexuel. Donc, quelques mois plus tard, en avril 1940, il a agressé une autre femme. Et l'agression fut apparemment très violente également. Cette femme-là a eu le courage aussi de dénoncer. Et cette fois, il a été condamné à plusieurs années de prison. Il est sorti seulement en 1962. Donc, il a fait 22 ans de prison. Et d'où l'importance de dénoncer, évidemment, dans le cas d'un tueur comme Dion. Évidemment, il n'avait pas tué encore à cette époque-là. Mais avec le recul, ce qui est important, c'est si ces victimes-là n'avaient jamais dénoncé, on n'aurait pas ces données-là. Donc, on n'aurait
pas vu l'escalade dans la chaîne de crime commis par Dion. Tout ça est important, évidemment, pour comprendre la psychologie d'un tueur en série, d'autant plus qu'au Québec, on n'en a pas énormément, et c'est tant mieux. Mais comme aux États-Unis, par exemple, les dossiers de police sont plus facilement étudiables, je pense, par des auteurs et tout ça. Donc ici, on doit s'en remettre à ce qui est public. Et s'il n'y a pas de dénonciation, s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas d'enquête de coroner, et tout ça, et s'il n'y a pas de traces aussi dans les journaux, selon les époques, ça ne nous laisse pas beaucoup de choses pour étudier, pour essayer de comprendre. Donc voilà, est-ce qu'il faut absolument cet exemple-là est évident, je pense, dans le sens que il est évident que c'est important de dénoncer, dénoncer les crimes, parce qu'il peut justement y avoir une escalade si une personne victime de viol ne dénonce pas. Son agresseur peut connaître une escalade et puis poursuivre jusqu'au meurtre ou même une série de meurtres. Et évidemment, ce n'est pas courant. Il ne faut quand même pas sombrer dans la paranoïa avec ça. Nous ne sommes pas aux États-Unis pour voir plein de tueurs en série qui se développent où bon, on a l'impression à un moment donné là-bas que c'est monnaie courante. Mais je pense que c'est ça. Il ne faut pas non plus que ça crée une pression sociale pour obliger les victimes qui ne se sentent pas prêtes ou ça se peut qu'elles ne se sentent jamais prêtes. Mais évidemment, avec un regard historique, c'est mieux d'avoir certaines substances dans les archives. On peut étoffer des dossiers, tout ça. Et ensuite, tenter de mieux comprendre le mécanisme de ces criminels-là pour essayer peut-être, je dis bien peut-être parce que il y en a plusieurs qui ont essayé, mais d'essayer de prévoir ces crimes-là, d'essayer de les empêcher. C'est très difficile. Notre compréhension évolue et est meilleure de décennie en décennie. Par exemple, à l'époque de Dion en 1963, le terme de tueur en série n'existait même pas encore. Il est sorti au cours des années 70 et a été popularisé surtout au cours des années 90 après la sortie du livre de John Douglas, le fameux agent du FBI qui a contribué beaucoup à faire connaître le métier de profileur. En terminant, justement, j'aimerais laisser sur cette note que oui, en effet, c'est important s'il n'y avait pas eu de dénonciation en admettant par exemple que 100% des victimes à une certaine époque n'avaient pas dénoncé. On n'aurait aucun crime d'inscrit, aucun viol ou aucune agression sexuelle d'inscrit dans les archives. Donc maintenant, à cause du courage de ces victimes-là, on sait que le viol et les agressions ont toujours existé, parfois même de façon qui n'est pas très, très agréable à lire et tout ça. Mais d'un autre côté, il faut peut-être garder à l'esprit que comprendre aussi les deux côtés. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais être victime de ça, donc j'essaie juste de comprendre et non pas de décider à la place des victimes. Mais peut-être comprendre aussi le pourquoi de celles qui dénoncent et de celles qui ne dénoncent pas.